c'est quand même très, très frappant que dans notre pays, on ne puisse pas aller où que ce soit, dans le plus petit village, l'endroit le plus reculé, sans trouver la trace du temps de cette mort, c'est-à-dire la trace de la Première Guerre mondiale. Et donc, quelque part, ça nous dit, ce siècle a commencé par la mort de masse. La guerre de 14-18 était prévue comme une guerre courte. Donc évidemment, très vite, le commandement, et dans toutes les armées, s'est trouvé débordé par l'ampleur du combat, par l'ampleur des morts. Et donc, aucun service n'avait prévu le nombre de corps qu'il y aurait à gérer. Donc on peut dire que progressivement, il va y avoir une adaptation à cette mort de masse et l'organisation de tout un ensemble de sépultures de plus en plus organisées, jusqu'à l'organisation de grands cimetières militaires progressivement, puis ensuite leur standardisation jusque dans l'après-guerre. Donc il y a véritablement une histoire de la gestion des corps qui est liée à ce qui s'est passé pendant la guerre. Le rassemblement des corps dans des nécropoles, il correspond à deux aspects, un aspect pratique et un aspect idéologique du point de vue des États et aussi de l'état-major. Le point de vue pratique, c'est d'abord d'éviter la dispersion des morts, ça facilite l'entretien des tombes, de les avoir comme ça rassemblées, et puis ça permet aussi de rendre ces espaces aux vivants. Notamment à l'agriculture, la reconstruction des villages détruits, etc. Sur le plan plus idéologique, c'est l'idée que ces morts restent mobilisés, restent parmi ceux avec lesquels ils ont combattu, et donc que leur famille naturelle, c'est devenu celle des combattants, sous l'égide de l'État. Et que ça permettra d'assurer une égalité de traitement et aussi une permanence du souvenir, que ces morts ne risquent pas d'être oubliés au bout de 2 ou 3 générations, puisque c'est la nation qui les prend en charge. Alors cette perspective, elle se heurte largement aux familles. Les familles, elles, réclament au contraire la démobilisation des morts. Et la démobilisation des morts, c'est le droit de les récupérer, de les sortir de cette pseudo-camaraderie du front, de pouvoir les inhumer dans le caveau familial, au plus proche de là où continuent à vivre leur famille, leurs descendants. Donc on a un conflit qui se développe dès la fin de la guerre avec des civils qui se rendent sur le front, qui fouillent les champs de bataille, qui cherchent à retrouver la tombe de leurs proches, quitte à les ramener clandestinement à la maison. C'est là que commence en quelque sorte la mémoire des morts sur le front. Le monument aux morts est une réponse à l'absence des corps, puisque pour beaucoup de familles, pour une très grande majorité de familles, et en particulier dans le monde rural, qui est encore très largement dominant à cette époque-là, la dépouille ne revient pas, et donc le deuil a du mal à se faire, ne reste à la maison que des affaires personnelles du disparu, et donc le monument aux morts, c'est une manière, à travers ce nom inscrit dans l'espace public, eh bien, de vivre en communauté, au sein de l'ensemble des habitants du village, de vivre la disparition et le deuil. Et leur nom les représente entièrement. Et on a donc cette dichotomie entre le corps resté sur le champ de bataille, le corps qui, d'une certaine façon, est laissé à la patrie, pour laquelle ils sont morts, et le nom qui représente la famille, la région, l'affectif, d'une certaine façon, voire l'intime, qui va se retrouver dans les régions, dans les communes, sur ces milliers et milliers de monuments aux morts.
monument aux morts, c'est une tombe collective. Et donc, ensuite, vous êtes au niveau de la mémoire individuelle. Alors la mémoire individuelle, elle peut être au front, elle peut être dans le cimetière municipal. Mais la mémoire collective, il faut qu'elle soit quelque part. Et la mémoire collective, elle est prise en charge en France par la collectivité locale, par la municipalité. Donc c'est le monument aux morts qui est décisif. C'est pas les sépultures. Ce qui fait la particularité du monument aux morts de la Grande Guerre, c'est que ce monument doit honorer tous les morts de la commune, d'où la liste des noms. Et donc, il doit être une sorte de catharsis collective pour arriver à faire son deuil. C'est un objet symbolique qui permet d'incarner la douleur et d'oublier la douleur, puisque les gens qui sont morts pour une belle cause. On ne les oublie pas, on n'oublie pas leurs femmes, on n'oublie pas leurs enfants. La communauté se ressoude autour du monument aux morts. Les anciens combattants, finalement, ne reviennent pas avec l'idée qu'il faut glorifier uniquement leur expérience, mais aussi qu'il faut dénoncer la violence qu'ils ont subie. Donc beaucoup de ces jeunes hommes, ils reviennent avec la volonté, parfois certains disent d'en découdre, il faudra rendre des comptes. Alors souvent, ils s'apaisent après-guerre parce que la vie reprend ses droits, mais avec quand même l'idée que ce qu'ils ont vécu était inouï, terrifiant et qu'il ne faut surtout pas recommencer. Donc beaucoup d'entre eux vont revenir avec un profond pacifisme qui va marquer toute leur génération, y compris au-delà des clivages politiques. C'est ça qui est important à comprendre. C'est que le pacifiste des anciens combattants, c'est pas un pacifiste révolutionnaire, c'est pas un pacifiste d'objecteur de conscience uniquement, ça peut être ces deux cas-là évidemment, mais c'est aussi un pacifiste d'hommes de droite, y compris conservateurs, y compris très patriotes, qui ne veulent plus revivre ce qu'ils ont vécu dans les tranchées à Verdun, sur le chemin des Dames ou ailleurs. Dès l'armistice, des oppositions s'expriment entre l'État et les anciens combattants sur le sens à donner à la commémoration de la guerre. Ces tensions se cristallisent dans le choix de la date. Les anciens combattants veulent un jour de deuil, civique, uniquement associé à cette guerre. L'État hésite et veut éviter de créer un nouveau jour férié. Finalement, on honorera les soldats morts au front, d'abord le 14 juillet, puis le jour de la Toussaint, avant de créer le 11 novembre. Au moment où il est urgent de reconstruire l'unité nationale, ce débat divise. Et il faut 4 ans pour que la nation se mette d'accord sur les modalités de commémoration. C'est très long. Tout le monde aurait pu penser qu'après un tel massacre, il y avait un consensus pour célébrer cette guerre incroyable. Or, il faut 4 ans de débat, quelquefois très rude, d'opposition entre le gouvernement, les anciens combattants, à l'intérieur des anciens combattants, pour se mettre d'accord, pour créer en 1922 le 11 novembre. Alors, malgré cette création difficile, l'ambiguïté du 11 novembre ne disparaît pas. C'est-à-dire qu'effectivement, pour le pouvoir républicain, il y a toujours cette tentation de faire du 11 novembre la fête de la victoire de la République contre la barbarie allemande ou pour la paix, alors que pour les anciens combattants, ce doit être une commémoration différente. Ce doit être une commémoration de la peine, du recueillement devant ces massacres incroyables. Et donc en 1920, le pouvoir a l'idée d'unir la commémoration de la guerre et la célébration de la République. Donc le 11 novembre 1920 doit être un double anniversaire. L'anniversaire de la Troisième République, donc un anniversaire extrêmement politique, extrêmement positiviste. C'est bien le régime qui s'auto-célèbre, parce que le régime a survécu à cette guerre. Si on réfléchit un petit peu, il y a de nombreux régimes qui ont été emportés par la guerre, l'Empire turc, l'Empire russe, l'Empire allemand, bien entendu. Donc le régime veut faire une célébration positive de ses valeurs, en disant que le 11 novembre est la victoire de la République, et en même temps, il veut honorer les morts pour la République. Donc c'est cette année-là qu'on crée le culte du soldat inconnu. Le soldat inconnu est déposé sous l'Arc de Triomphe
avec une flamme qui sera réanimée tous les jours à 18h jusqu'à nos jours. C'est encore le cas, cette flamme ne s'éteindra jamais, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc se crée le culte du soldat inconnu et de la flamme qui incarne la France, en fait, sous l'Arc de Triomphe. Ce sont les communes qui prennent l'initiative du monument aux morts et l'État, d'une certaine manière, va d'abord essayer d'encadrer ce dispositif, éventuellement de le récupérer, mais on a vraiment ce qu'on appelle en fait en histoire les petites patries, c'est-à-dire toutes ces communes qui sont affligées par la perte de leurs hommes dans la force de l'âge, qui vont, à des degrés divers, parfois dès décembre 1918, décider qu'il faut rendre hommage, même si l'objet n'est pas encore tout à fait identifié, à tous ces soldats morts pour la France. Et peu à peu, la forme de l'hommage, elle va s'établir de manière consensuelle sur un monument, et donc on va intituler un monument aux morts. Et donc à partir de là, les conseils municipaux vont mettre en place des comités du monument aux morts, qui vont décider du montant, du financement, de l'emplacement et de la forme à donner à ce monument aux morts. Près de l'église, de la mairie, dans les cimetières, le monument aux morts n'est jamais exclu de l'espace public. Positionné pour qu'on le voie, on peut aussi l'orienter pour qu'il continue de regarder les paysages qu'ont connus les morts inscrits. Quelquefois, il peut se tourner comme un vigile attentif aux menaces qui viendraient de l'Est ou vers le Nord, continuant de regarder vers la ligne de front. Alors, dès la guerre même, évidemment, il y a des entreprises qui se rendent compte qu'il y a un marché. Et des entreprises, ça peut être effectivement des marbriers, des entreprises funéraires, mais ça peut être aussi des artistes, des sculpteurs, puisque évidemment, ça va être un marché tout à fait considérable. Donc, il y a déjà des propositions qui sont faites aux communes pendant la guerre. Évidemment, ça va s'accélérer après-guerre. D'autant qu'évidemment, toutes les communes qui veulent ériger un monument mort n'ont pas les mêmes moyens. Et donc, du coup, certaines peuvent s'offrir de très grands sculpteurs, mais il y en a d'autres qui, évidemment, ne peuvent qu'acheter des monuments aux morts assez standards. Donc là, évidemment, ils choisissent sur catalogue ou, en tous les cas, des modèles beaucoup plus standardisés. Donc il y a véritablement un marché de la mémoire, un marché des monuments aux morts qui commence pendant la guerre et qui se poursuit après. Ces monuments n'étaient pas toujours construits dans l'unanimité de la communauté locale. Certaines fois, oui, bien sûr, où tout le monde s'unissait pour honorer les morts, mais il y a aussi des débats politiques sur le sens à donner aux monuments aux morts, des débats sur la symbolique à choisir, des débats sur le lieu où les placer, tout ça généralement recouvrant des clivages de l'époque, laïcs, cléricaux, ou anticléricaux et cléricaux, catholiques et laïcs, de gauche, de droite, communistes et anticommunistes, etc. Donc il y avait tout un ensemble de clivages qui pouvaient se retrouver quand même autour des monuments morts. Parce que vous savez que les anciens combattants sont très pacifistes et parfois antimilitaristes dans l'entre-deux-guerres. Et ils disaient, vous savez, on n'avait jamais envie de mourir, on n'était jamais joyeux de mourir avec le pli du drapeau. Et ces monuments qui glorifient la mort au combat, c'est pas nous. Vous avez deux variantes patriotiques et puis une variante que je dirais pacifiste. Les variantes patriotiques, c'est une variante, je dirais, républicaine laïque, et c'est la victoire. Si c'est une stèle, il est surmonté, par exemple, d'un buste de poilu, ou d'un emblème un peu patriotique, comme un coq, ou carrément d'une statue de poilu.
C'est le poilu, en quelque sorte, idéalisé, qui est là pour marquer l'arrêt de l'ennemi, soit le poilu victorieux, qui brandit une couronne de laurier. Et puis vous avez la variante patriotique, le patriotisme de droite, qui est un patriotisme sacrificiel. Ils ont donné leur vie pour la patrie, comme le Christ s'est sacrifié pour l'humanité. Et puis alors vous avez le monument aux morts pacifiste. Alors, il y a quelques monuments aux morts explicitement pacifistes qui sont bien connus, mais il y a aussi des monuments aux morts pacifistes moins déclarés. C'est-à-dire, c'est pas nécessaire de dire « maudite soit la guerre ». Il suffit parfois de représenter le deuil, c'est-à-dire la veuve, la pleureuse, et d'avoir une inscription à nos morts. Si vous dites à nos morts, vous ne dites pas à nos héros. Et si vous dites à nos héros, vous ne dites pas la même chose que c'est à nos enfants morts pour la France. En France, 10 départements connaîtront une occupation allemande. Si elle est de durée variable selon la mobilité du front, certaines villes du Nord seront occupées toute la durée de la guerre. À l'Est, l'Alsace et la Moselle, qui sont annexées à l'Allemagne depuis la fin de la guerre de 1870, se battent dans l'armée allemande. Ces régions libérées ou redevenues françaises au sortir de la guerre se retrouvent à devoir gérer, à la différence du reste du pays, une mémoire compliquée et singulière que leurs monuments aux morts vont exprimer. Et comment, quand l'Alsace-Moselle redevient française en 1918, comment les commémorer? Comment parler de leur sacrifice? La seule solution pour parler de ce sacrifice, c'est de ne pas mettre d'uniforme aux combattants. Et donc, vous avez un certain nombre de monuments, soit sans combattants du tout, où il est simplement écrit « à nos morts », soit avec des combattants, comme sur le monument de Metz ou le monument de Strasbourg, qui n'ont pas d'uniforme. Et à Strasbourg, on va même encore beaucoup plus loin, puisque c'est la ville de Strasbourg qui tient dans ses bras 2 hommes nus. L'un, bien sûr, est français, l'autre est allemand. Ils sont réunis dans la mort et dans la mémoire. L'Alsace a été allemande, elle est désormais française. Les morts sont nus. Et la douleur aussi, d'ailleurs, est particulièrement nue. Dans le nord de la France, c'est différent. Parce que le nord de la France était occupé pendant la guerre, mais les hommes étaient partis en 14. Cette occupation allemande prend des formes très rudes. Travail forcé impliquant des déportations, séparation mère-enfant, réquisition. La zone nord est considérée comme un réservoir de main-d'œuvre et de ressources par les Allemands. Dans ce contexte, naissent des mouvements de résistance qui prennent des formes diverses. Actes de refus isolés, mais aussi création de réseaux. Et les monuments aux morts viennent fortement essayer de se battre contre l'idée que, puisqu'ils avaient été occupés par les Allemands, ils avaient été contaminés par les Allemands. Et on appelait les réfugiés du nord de la France, dans le sud, dans l'ouest de la France, les Boches du Nord. Et donc les monuments aux morts viennent dire « Regardez comme nous nous sommes sacrifiés, nous ne sommes pas des Boches du Nord, nous sommes d'excellents Français, comme les autres, mieux que les autres. » Si les monuments aux morts se retrouvent dans tous les pays, il en va de même pour les anciennes colonies françaises où ils mettent en valeur l'action des troupes coloniales. Mais lorsque ces territoires sont devenus indépendants,
le monument se retrouve symbole d'un passé qui passe plus ou moins bien et l'expression d'une nouvelle relation à la France. Dans les colonies à l'époque, aujourd'hui département d'outre-mer, par exemple, pour la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, eh bien, on construit des monuments aux morts. Ces monuments aux morts sont massivement des monuments achetés sur catalogue qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux monuments de la métropole. Et donc, les combattants sont blancs. Aujourd'hui, ça paraît insupportable. Et donc, on repeint ces monuments en faisant vraiment des travaux très, très intéressants. Et on repeint les uniformes en bleu horizon. Et on repeint aujourd'hui les visages de ces combattants d'outre-mer, en général en noir. Ça, c'est pour les départements d'outre-mer. Mais pour les pays qui sont devenus indépendants, pour l'Algérie, pour le Sénégal, que faire? Et là, on a des politiques très différentes. Les Algériens ont décidé qu'ils allaient renvoyer les monuments aux morts avec les Français. Et donc, ils ont dit, vous prenez vos monuments avec vous. Et certains des monuments qui étaient en Algérie se retrouvent dans des villes françaises qui les ont adoptés. C'est comme des monuments en exil. Les Sénégalais n'ont pas du tout pensé la même chose. Les Sénégalais pensent que ça fait partie de leur histoire. Et au contraire, ils entretiennent très très bien les monuments aux morts. La levée des couleurs, la lecture des messages, l'hommage aux morts, marqué par l'appel de tous les morts pour la France, le dépôt de gerbes, la minute de silence. La commémoration du 11 novembre n'est pas une commémoration militaire, n'est pas une commémoration officielle. C'est une commémoration qui est faite par la municipalité et les anciens combattants. Le général n'a rien à voir là-dedans. Gentil René, mort pour la France, 1918. Bruno André, Toureau Alexandre, Gauthier Louis, Oudy René, Girard Georges, Fillot Louis, Guibert Gaston, Bruno Georges. Le rituel va se créer autour de temps forts du 11 novembre extrêmement simple. Donc l'épicentre est bien entendu le monument aux morts, donc toute la communauté villageoise ou urbaine va vers le monument aux morts, et les temps forts du rituel se formalisent un petit peu de manière empirique. Et l'un des principaux temps forts, c'est la minute de silence. Donc il y a la minute de silence, il y a l'appel aux morts, la liste des morts que l'on lit dans chaque commune, puisque, à la différence de 1870, le nom des anciens combattants, le nom des morts pour la France est mis sur le monument aux morts, parce que les soldats ont une plaque d'identification, ce qu'ils n'avaient pas en 1870-71, ce qui explique que sur les monuments de 70, il n'y a pas le nom des combattants. Donc on lit la liste des morts, quelqu'un répond, soit un enfant des écoles, soit un ancien combattant mort pour la France, et donc chaque commune communie dans le souvenir de ses enfants qui sont morts pour la France. Donc voilà le deuxième temps fort, donc l'appel aux morts. Il y a bien sûr la sonnerie aux morts, qui elle aussi se formalise au cours des années 20, et puis le dépôt de gerbes. Il y a des affrontements très durs à chaque 11 novembre entre les militants de gauche et les militants de droite. Ces affrontements sont tellement durs que souvent les municipalités sont obligées d'organiser
2 cortèges, un cortège officiel le matin, et puis l'après-midi, un cortège soit des communistes, soit des ligueurs d'extrême droite, pour qu'il n'y ait pas de friction entre ces groupes. Donc, distribution de tracts, affrontements physiques, défilé des milices d'extrême droite, les Camelots du Roi qui défilent à La Rochelle, qui défilent pratiquement en armes, etc. Donc, on a vraiment une instrumentalisation du 11 novembre par des groupes politiques très précoces. Et il y a une dernière instrumentalisation du 11 novembre dans l'entre-deux-guerres, ce sont les pacifistes. Alors les pacifistes, c'est très intéressant parce que les pacifistes, vous en avez à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Vous en avez partout. Des gens qui estiment que le 11 novembre ne doit pas être trop militarisé. Par exemple, les pacifistes ne veulent pas qu'on chante la Marseillaise, ce qui est un scandale pour la République parce que la Marseillaise est trop belliqueuse. Donc ces pacifistes aussi déposent des gerbes spéciales qui réclament la paix, font des actions symboliques, défilent avec des drapeaux différents de ceux des drapeaux officiels pour expliquer que cette guerre doit bien être la der des der. Dans tous les pays se pose la question de la date commémorative et du rituel à adopter. Pour les Alliés, c'est simple. Le 11 novembre est une fin victorieuse. Mais pour l'Allemagne vaincue, la mémoire est difficile. Le clivage politique renvoie au camp opposé la responsabilité de la guerre ou de la défaite. Et les dates commémoratives vont se superposer, répondant à des antagonismes très forts entre nationalistes et révolutionnaires. Quant aux monuments, on en trouve dans tous les pays belligérants. En Allemagne, ils sont aussi nombreux qu'en France et reprennent parfois les mêmes archétypes. Le deuil, la peine, de simples stèles, mais aussi le soldat au repos ou en attente d'une revanche. Là aussi, ces monuments apparaissent comme une réponse à l'absence des corps, car à l'exception des Américains, qui ont rapatrié leurs morts, ceux des autres pays belligérants resteront en France sur les zones de front dans des cimetières militaires, loin de leur famille et de leur pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des noms de soldats qui figurent sur plusieurs monuments aux morts. Donc c'est non seulement le lieu de naissance, ce qui était vrai dans beaucoup de petites communes rurales, mais aussi il suffisait d'avoir séjourné les derniers temps avant la mobilisation dans la commune ou de s'être marié avec une fille de la commune. Et donc d'une certaine manière, la commune, elle adopte au sens large les monuments, les noms, tous ceux qui ont vécu, dont l'héritage, dont les connaissances sont inscrits sur le territoire de la commune. Et donc effectivement, ça fait plutôt référence à un droit du sol, à un engagement large, pas exclusif, sur le territoire de la commune, et pas seulement au lieu de la naissance. Le monument aux morts n'est pas réglementé par les textes officiels. Vous n'avez pas de décret qui dit, voilà, ont droit d'être inscrits sur les monuments aux morts, un tel, des soldats qui correspondent à tel ou tel... Comme vous avez un texte qui est un texte de loi qui définit les conditions nécessaires pour bénéficier de la mention « Mort pour la France ». Vous avez 12 conditions possibles. Bon, et si vous ne remplissez pas l'une de ces 12 conditions, vous ne pouvez pas être déclaré « Mort pour la France ». Bien. Il n'y a pas de texte équivalent pour les monuments aux morts. Les monuments aux morts, les maires font ce qu'ils veulent. Et donc, d'un côté, il y a les morts pour la France, qui sont les militaires, et de l'autre côté, il y a les civils, qui sont indiqués victimes civiles. Et c'est intéressant que, pour elles, le mot de victime soit utilisé, alors qu'on ne l'utilise pas pour les hommes, à ce moment-là, pour les combattants. On a bien compris, je dirais, ce qu'est une victime. C'est quelqu'un qui n'a pas pu se défendre. Le choix des noms, cités ou non sur les monuments, n'est pas une constante. D'un pays à l'autre, les pratiques ne sont pas les mêmes. Cela pose la double question, qui rend hommage et devant qui s'incline-t-on ? Dans les pays anglo-saxons,
il y a la tradition du volontariat. Et dans tous les pays anglo-saxons, on a d'abord été volontaire, et puis ensuite il y a eu conscription. Sauf dans un seul pays, l'Australie, où il n'y a jamais eu conscription. C'est-à-dire que d'un bout à l'autre de la guerre, les Australiens qui ont fait le tour de la Terre pour venir se battre étaient des volontaires. Du coup, dans cette tradition-là, sur les monuments aux morts, on met les noms de tout le monde, de tous ceux qui sont venus se battre. Et donc, on a des listes immenses, parce qu'il y a d'une part les morts, mais il y a aussi ceux qui ont survécu à leur engagement dans la guerre. Et donc, quand les cérémonies ont lieu devant ces monuments aux morts, il y a des gens qui se sont battus, des soldats, qui ont leur nom devant eux. Et on voit bien la différence tout à fait importante. Malgré leur engagement à plus d'un titre dans la guerre, les femmes n'ont pas de reconnaissance sur les monuments aux morts, à l'exception de la mention « victimes civiles ». Même les infirmières ne seront pas distinguées par une inscription singulière. Cependant, il y aura quelques rares monuments dédiés à leur profession. En cela, le monument du petit village de la forêt du Temple, dans la Creuse, apparaît comme une exception. On y lit le nom d'une femme morte à la suite du décès de 3 de ses fils. L'inscription crée la polémique. On n'accepte pas facilement le nom d'une femme au milieu des morts pour la France. En revanche, les femmes sont très largement représentées de façon allégorique ou réaliste pour raconter la souffrance de la mère ou de l'épouse endeuillée. Les femmes apparaissent très souvent dans les monuments d'occupation. Parce qu'il y a eu des passeurs d'hommes, des passeuses d'hommes, les résistantes de l'époque, il y a eu des femmes dans des réseaux. Il y a par exemple à Lille un monument à Louise de Béthigny. Il y a dans le monde entier des monuments à Édith Cavell, enfin dans le monde entier des Alliés, bien sûr, hein, des monuments à Édith Cavell, anglaise, qui participait d'un réseau et qui a été fusillée à Bruxelles pendant la guerre. Ils furent 650 à être fusillés. Monsieur le Président, réhabilitez. Ils furent 650 à être fusillés. Monsieur le Président, réhabilités. Ils furent 650. Pour des raisons diverses, désobéissance, mutilation volontaire, désertion, abandon de poste, mutinerie, plus de 2000 poilus seront condamnés à mort par l'état-major français sans toujours prendre le temps d'un réel procès. Certains verront leur peine commuée et 600 seront exécutés, souvent choisis de façon arbitraire. On les appelle les fusillés pour l'exemple. Environ 200 monuments mentionnent leur nom avec l'inscription « Mort par fait de guerre ». Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, des réhabilitations de fusillés, il y en a eu dès les années 20. Donc c'est une très vieille histoire, hein, qui a quasiment un siècle, hein, la discussion sur la mémoire des fusillés. Donc c'est une histoire bien connue, c'est pas du tout un tabou, la discussion sur les fusillés, ça fait longtemps qu'elle est menée. Alors bien sûr, il y a des moments plus ou moins intenses, il y a des moments où ces questions ont fait l'objet de débats dans l'espace public, beaucoup dans les années 20 et 30, puisque les anciens combattants eux-mêmes avaient demandé des réhabilitations, en considérant que la justice militaire avait été excessive vis-à-vis de certains de leurs compagnons, de leurs camarades, et certains des anciens combattants disaient d'ailleurs que ce qui était arrivé à leurs camarades aurait pu leur arriver aussi, et donc ils ne considéraient pas que les fusillés étaient des soldats à mettre au banc de la nation. Autrement dit, des réhabilitations, il y en a eu même des dizaines dans l'entre-deux-guerres. Entre les deux guerres, réhabiliter les fusillés pour l'exemple, c'était très important parce que, 1, les familles étaient stigmatisées, 2, elles étaient, comment dirais-je, défavorisées du point de vue du droit.
pas de pension pour les orphelins, etc. Donc la réhabilitation avait des enjeux très lourds. Il y a eu ensuite des débats, par exemple dans les années 70, autour de certains mutins. Bref, c'est une vieille histoire, mais qui, en quelque sorte, a été réactivée par des militants dans les années 90, notamment autour de la libre pensée, puis de la Ligue des droits de l'homme, qui ont un peu saisi ce cas des fusillés pour mettre en avant la dénonciation de la guerre, la dénonciation de l'oppression et des justices d'exception aussi. Et donc, du coup, ce militantisme qui a maintenant une bonne vingtaine d'années a fait parler de lui, a remis la cause des fusillés en quelque sorte dans l'espace public, tant et si bien que plusieurs gouvernants, Premier ministre ou Président de la République, sont saisis de cette question. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes, c'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est la Craonne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. À la sortie de la guerre, de la Première Guerre mondiale, on était écrasé par la tristesse du deuil. Mais on était aussi fort d'avoir gagné cette guerre et on était fort d'avoir consenti au sacrifice. Et on ne parlait pas de victimes. On considérait que les hommes avaient été maîtres de leur destin, qu'ils avaient répondu à l'appel de la patrie, mais qu'on en était fiers. Donc on ne parlait pas de victimes. Et on le voit très bien, ce terme de victime, tout petit dans les années 20. On le trouve très peu. Et puis qui, de plus en plus, va prendre de l'importance. Au début, si on le trouve, on est plutôt victime des Allemands. Donc c'est les ennemis qui vous ont fait victime. Mais plus on avance, et plus c'est la guerre qui vous a fait victime. Et on a finalement un complet retournement de situation où quelquefois les monuments aux morts construits dans les années 20 sont lus à l'envers, sont lus comme des monuments pacifistes alors qu'ils sont massivement des monuments de deuil. Et le deuil n'est pas forcément pacifiste. Le deuil, c'est la tristesse d'avoir perdu tous ces hommes, mais ce n'est pas forcément le refus de les avoir perdus. Lorsque les anciens combattants vont commencer à vieillir, évidemment, le sens des monuments aux morts va un peu se détourner, puisque ce ne sont plus les jeunes hommes qu'ils étaient dans l'entre-deux-guerres. Il faut rappeler, il ne faut pas avoir une image des anciens combattants de 14-18 qui est celle de vieux messieurs, comme les derniers poilus. C'était évidemment des jeunes hommes dans les années 20. Et progressivement, en vieillissant, ils apparaissent plus, notamment au moment où la jeunesse se politise. Dans les années 1960, 1970, ils apparaissent plus en quelque sorte comme un reliquat d'un patriotisme d'un temps que cette jeunesse souhaite dépasser. Évidemment, c'est le temps du tiers-mondisme, c'est le temps de la lutte contre les guerres coloniales, et donc le patriotisme de 14-18 et même pacifique ne correspond plus aux attentes de la jeunesse. Il est frappant de voir dans les années 60-70, partout en France, des attaques qui sont portées contre les monuments aux morts. Généralement, ça s'arrête à des graffitis, à des barbouillages, mais des barbouillages évidemment très politiques, où on écrit « Vive les mutins »,« À bas la guerre », etc. Et donc, c'est devenu finalement un objet de critique de la jeunesse des années 60-70. Donc dans les années 90-2000, le monument aux morts symbolise de plus en plus la violence qu'ont subi les combattants de 14-18. Ils sont très vieux, ils sont que quelques milliers dans les années 90, puis de moins en moins jusqu'en 2008 où disparaît le dernier. Et donc, du coup, ils sont plus en quelque sorte des anti-modèles pour la jeunesse, mais au contraire, c'est l'image du jeune poilu qui souffre dans les tranchées qui s'impose. Donc le monument aux morts devient un lieu de mémoire qui est récupéré par nos contemporains. Et en ce sens, beaucoup sont réanimés
par des associations, par des enseignants. Donc le monument aux morts, aujourd'hui, n'est pas uniquement un lieu un peu figé pour le 11 novembre, mais certains en retrouvent une vie sous une forme ou sous une autre. Alors les monuments morts de 14-18, évidemment, ils ont connu une histoire après 14-18. Par exemple, certains ont été détruits sous l'occupation par les Allemands, ou voire par les villageois eux-mêmes, parce qu'ils craignaient les répressions allemandes, parce que ces monuments morts, pour certains d'entre eux, mais seulement certains d'entre eux, représentaient par exemple l'Allemagne humiliée sous la forme d'un aigle piétiné, par exemple. Donc certains ont pu être détruits sous l'occupation, ou démontés. Ensuite, avec les guerres suivantes, on a parfois rajouté des plaques ou rajouté des noms. Donc en quelque sorte, il y a eu une mémoire vivante des monuments aux morts eux-mêmes, d'abord avec les morts de la Seconde Guerre mondiale, puis avec les morts des guerres coloniales. Et maintenant, avec les différentes réformes récentes, c'est aussi les morts des opérations extérieures de la France qui pourront être mis sur les monuments aux morts. Donc d'une certaine manière, ils ne se sont pas arrêtés à 14-18, ils ont continué à porter la mémoire nationale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aucune guerre suivante n'a suscité évidemment l'érection d'autant de monuments morts. Donc en quelque sorte, ils ont aussi absorbé, du point de vue spatial, la mémoire des guerres suivantes. Ce sont donc les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale qui accueilleront les morts pour la France de la Seconde. Et ce sont les résistants qui auront des monuments dédiés à leurs actions et qui seront commémorés à la fin de la guerre avec le sentiment d'une victoire qu'on leur doit. Et si le choix du 11 novembre n'a pas été consensuel, mais résiste au temps qui passe, la date du 8 mai, plus unanime, semble perdre son expression commémorative. Mesdames et messieurs les maires adjoints, à monument commun, date commémorative commune. La date armistice de la Première Guerre mondiale semble absorber celle de la Seconde. Et donc les deux dates coexistent, mais cette idée de faire du 11 novembre une commémoration des deux guerres mondiales, voire même peut-être de toutes les autres guerres de la France, fait son chemin. Donc la loi est votée en février 2002 pour faire du 11 novembre, non pas la fête de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, mais la fête de tous les morts pour la France, passé, présent, voire même à venir. Mullard Guy, mort pour la France, 1945. Gerbeau Fernand, Robert Pierre, Rennes Paul, Mort pour la France, guerre d'Algérie. 1960, Pougédou Jean-Claude, Mort pour la France, fusillé. Faisan Robert, et tous les autres combattants français et étrangers morts pour la France. Et là, évidemment, on glisse de sens. On glisse de sens parce que ça veut dire qu'on célèbre les morts aussi des guerres suivantes, mais aussi des opérations extérieures. Autrement dit, c'est un usage de la guerre de 14-18 qui le rabat sur le présent. Autrement dit encore, ça veut dire que le président de la République en chef de guerre, lorsqu'il mène une opération extérieure, peut utiliser la mémoire de 14-18, le 11 novembre, pour mettre ses guerres à lui dans la continuité d'une guerre assez œcuménique, la guerre de 14-18, en tous les cas dans les mémoires nationales. Une partie des historiens a peur que si on mélange toutes les guerres, on ne parle plus d'aucune précisément. On n'en explique plus aucune. Or, chaque guerre a sa spécificité, a sa mémoire et a sa fonction politique. Donc, tout ça va créer une sorte de grande confusion. Et qu'est-ce qui va rester finalement ? Si le rituel qui met à l'honneur les monuments aux morts évolue et perd sa volonté de rappeler que la guerre de 14 devait être la der des der, si le monument lui-même devient la matrice de toutes les guerres, il n'empêche qu'il fait définitivement partie de notre paysage et est devenu patrimoine au même titre que nos églises ou autres vestiges du passé. Les années les éloignent de ce qu'ils voulaient nous dire, de ce qu'ils représentaient, une tombe collective, le lieu d'un deuil partagé. Mais si l'on s'y arrête, il est à parier que ces longues listes de noms, parfois dans de petites communes, nous rappelleront toujours la terrible hécatombe
les nombreuses absences, les familles détruites. Tous ceux sans qui il a fallu continuer à vivre.